Bonjour à tous, on est dimanche, c'est les geeks du dimanche. Loïc, Nesrine, Salut. Mickaël, c'est parti. Et on va vous parler de plein de choses, bouquins, mangas, BD BD norvégienne, Fjord. norvégienne. Très bien. Est-ce que si c'est moi qui commence moi, je vais vous parler de violence un peu. Je vais vous parler d'un bouquin. Alors, je ne vais pas vous montrer le visuel parce que grâce à mes puissantes connexions, on me l'a prêté. Donc, ce n'est pas le mien. C'est un livre qui s'appelle Violence, un guide pour écrivains ou Violence, a Writer's Guide. C'est un livre d'un type qui s'appelle Rory Miller, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui a travaillé dans des prisons un peu compliquées, certaines au Moyen-Orient, qui a enseigné à des groupes d'intervention tactique, qui a été videur dans un casino aussi. Donc, il a une certaine expérience de la violence. On peut dire que c'est un professionnel de la violence. Et ce bouquin, c'est une mine de renseignements essentiellement pour des écrivains ou des scénaristes, des gens qui cherchent à créer des personnages qui font face à la violence ou qui sont eux-mêmes violents, ainsi que pas mal d'informations et de questions à se poser, car écrire, c'est souvent se poser des questions et y répondre. Alors, de quoi ça parle? Ce qu'on peut en retirer? On peut en retirer deux choses. Déjà, si jamais on est auteur ou qu'on cherche à écrire ou à mieux comprendre, on a pas mal de choses qui sont démystifiées. Donc ça, c'est plutôt intéressant, à savoir par exemple les effets de violence physique, ce qui fonctionne pas, ce qui arrête vraiment quelqu'un ou n'arrête pas quelqu'un. Par exemple, on peut Pour que ce soit réaliste, tu veux dire? si on veut que ce soit réaliste, effectivement. Par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser, même après avoir pris une balle dans la tête ou un organe, quelqu'un ne meurt pas tout de suite. Voire, il a parfois plusieurs secondes, quelques minutes ou quelques jours pour encore agir. Même dans la tête? Même dans la tête, effectivement. Même dans la tête. C'est assez rare en fait. Apparemment, les os ici sont parmi les plus résistants. Et il n'est pas rare que les balles pas rebondissent, mais pénètrent pas comme il faut. D'accord. Donc, ce genre de choses. Il y a aussi tout un tas d'informations qui l'expliquent quand des gens pratiquent des métiers qui sont vraiment violents, comme par exemple mercenaires ou qui s'infiltrent dans des réseaux. Tout un tas de métiers qui sont connexes, en fait, parce que personne ne connaît tout sur tout et ne peut faire tous les rôles. Et aussi, certains rôles demandent certaines prédispositions sociales qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est très, très, très intéressant. Il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes, parfois assez effrayantes. Et ensuite, en tant qu'humain, on en retire pas mal parce qu'on découvre un monde qui est vraiment un monde à part. C'est-à-dire que un monde de gens qui n'ont pas forcément signé le contrat social que la plupart des gens qu'on connaît ont signé. Et c'est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on est des humains domestiques. On ne réagit pas à la violence de manière très naturelle. On n'a pas l'habitude de frapper des gens, de les frapper pour obtenir quelque chose, de les violenter parce qu'on se dit que c'est plus rapide. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour des gens qui ont l'habitude de la violence, déjà, il y a plusieurs grades de violence. Il dénote par exemple ce qu'il appelle la danse du singe. La danse du singe, c'est montrer qu'on est le mâle alpha, c'est taper du poing sur la table, c'est parler un peu fort, jusqu'à une vraie violence où par exemple un drogué qui a absolument besoin de sa dose et qui est prêt à tout, parce que pour lui, récupérer sa dose, c'est comme nourrir ses enfants qui sont en train de mourir de faim. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous feriez pour sauver vos enfants qui sont en train de mourir de faim? Donc cette personne, elle est prête à vous tabasser, elle est prête à vous mettre des coups de pied dans la tête, À vous tuer. alors que vous êtes pas... Exactement. Et c'est comprendre ça. C'est comprendre qu'il y a un autre monde, des gens qui réagissent pas pareil, et quel est ce monde et comment on y fait face, et que surtout, ce qui est assez effrayant, c'est qu'il y a une grande partie qui est un peu un reality check en fait. C'est-à-dire que si on n'y est pas confronté, on ne sait pas comment y réagir. Y compris si par exemple on peut faire des arts martiaux, on peut être en très bonne santé, la violence est très différente. On n'est pas dans une salle, ce n'est pas un environnement contrôlé, ce n'est pas avec des gens sympas qui se remettent en place. Voilà, donc tout ce qui est phénomène d'agression, tout ce qui est petite information utilitaire, tout ce qui est démystification du héros ou de ce genre de choses, la différence entre un combattant et un professionnel de la violence, tout ça agrémenté d'anecdotes qui sont très intéressantes, de liens qu'on peut aller voir, mais à ses risques et périls. Et écrit dans un style qui n'est pas littéraire du tout, mais qui est vraiment, ce que je dirais, direct et no bullshit, quoi. Ce sont des phrases très claires, très simples. Ça parle de il parle de ce qu'il connaît et de ce qu'il a vécu. Donc, très bonne lecture, très intéressante pour des gens qui veulent raconter, très intéressante pour des gens qui veulent démystifier. Il est en français ou en anglais? Alors, moi, je l'ai lu en anglais, mais il existe en français, Okay. il est commandable. Et voilà, et c'est vraiment très bonne découverte. On apprend beaucoup sur l'être humain aussi. Très, très bien. Ça serait l'idéal pour écrire un scénar de Bruce Lee, en fait. Un petit peu, et Pas que. voilà. Pas que, non, mais si je veux synthétiser le... Et on a plein de petites anecdotes physiologiques aussi sur ce qui se passe dans le corps quand on fait face à la violence. D'accord. Voilà, recommandé. Ok.
Prochain, papa, maman. Maman, Allez, c'est parti. tu peux m'appeler comme ça. Alors moi, je vais vous parler de Underwater, un manga écrit et dessiné par Yuki Urushibara, qui a fait Mushishi, que les gens connaissent, je pense. Il est déjà sorti en France. Il y a aussi une adaptation animée qui est sur Crunchyroll. Chez Kiyun, qui est en deux volumes comme ça. Donc c'est une très belle collection, une collection de luxe. Avec des couvertures, avec des couvertures en relief. Voilà. À l'intérieur, il y a des super belles illustrations, un peu en pastel, on dirait un peu de la peinture, enfin, on dirait vraiment que c'est peint en couleur, mais on les montrera plus tard, je pense. Les couvertures sont gaufrées. Gaufré, on dit. D'accord. Et donc, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Tinami, qui est au Japon, et c'est l'été, c'est la canicule. Elle est au cours de sport, elle s'évanouit. Parce que, déjà, ils ne peuvent pas trop boire d'eau, je crois, il y a des restrictions sur l'eau, etc. Donc, bon, elle n'est pas au top. Elle s'évanouit et elle se réveille au milieu de la nature, à côté d'une cascade, sous la pluie, dans un univers qui est super rafraîchissant et magnifique. Juste après, elle se réveille en vrai. Parce qu'on suppose que c'est pas vrai ce qui est en train de lui arriver. Elle se réveille en vrai à l'école, rapatriée à la maison, inquiétude, machin. À la maison, elle s'évanouit une deuxième fois. Elle se retrouve encore dans cet univers. Cette fois, elle reste un peu plus longtemps, elle bouge, elle explore un peu, et il pleut toujours. Et elle croise un garçon qui lui présente son père. Et en fait, pendant tout le manga, elle va comme ça s'évanouir régulièrement ou juste dormir, en dormant, faire un rêve et se retrouver cet univers là où elle l'avait laissé. Enfin, pas vraiment là où elle l'avait laissé en plus. C'est genre, il s'est passé des choses et elle vient leur rendre visite. Les gens qui sont là lui font « Ah, t'es revenu, on t'a pas vu depuis 2 jours. » Mais quand elle bouge dans ce monde, est-ce qu'elle se retrouve ailleurs après quand elle se réveille ou comme un non, somnambule elle se retrouve au lit ou alors là, à un moment donné, elle s'évanouit dans son bain, elle se retrouve, tu vois, sa mère paniquée dans le bain. Et donc, elle voit ce monsieur et ce gamin qu'elle a l'impression de reconnaître. Elle a une espèce de sentiment comme ça, de nostalgie, de familiarité. Et aussi, c'est vraiment bizarre, parce que déjà, elle fait tout le temps le même rêve, c'est Zarbi. En plus, elle est dans un univers où il n'y a que ces 2 personnes, et ces 2 personnes-là ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont oublié pourquoi ils sont que tous les 2, mais ils vivent normalement, comme ça. Donc c'est un espèce de village complètement désert, tout le temps sous la pluie. À un moment donné, le gamin lui dit il pleut tout le temps, ça fait tellement longtemps qu'il pleut, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Donc évidemment, intriguée par tout ça, elle en parle à ses parents. Sa mère a l'air un peu chelou, elle en parle à sa grand-mère qui a l'air aussi un peu chelou, qui lui fait « Oh, ça me rappelle la maison de mon enfance », mais elle lui dit pas plus. Bon, on saura plus tard ce qui se passe. Donc il y a un côté très très poétique, très onirique comme ça. C'est un manga qui... Alors moi, franchement, depuis que j'ai vieilli, j'ai beaucoup de mal à lire des mangas. Parce que voilà, les histoires m'intéressent pas forcément, mais là j'étais vraiment accrochée. C'est super beau, le dessin est très aérien et en même temps très 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 beau. Comment dire, c'est aérien et détaillé à la fois, donc assez réaliste. T'as des super beaux paysages et il y a un côté très nostalgique. Il y a pas mal de flashbacks dans le passé où on voit la grand-mère quand elle était jeune et la mère aussi quand elle était jeune. Ça se passe pendant la guerre du Pacifique. Donc, il y a toute une ambiance entre les années, on va dire que c'était 60 à la fin, tu vois, 60, 70 à la fin de la guerre. Et t'as flashback, un autre monde, le monde réel, le monde des flashbacks, et un autre monde dont on ne sait pas s'il est réel ou pas, finalement. Il faut le savoir en lisant la BD. Et il y a tout un travail sur la mémoire, sur l'héritage. Ça m'a fait un petit peu penser à du Miyazaki en mode, tu vois, genre nature versus technologie, sur le refus du progrès, et d'un côté le fait de mettre l'héritage d'un côté pour justement aller vers le progrès. Et finalement on se dit qu'on peut peut-être faire les deux, tu vois, en même temps aller vers le progrès mais sans forcément dire avant c'était de la merde, c'était nul et tout. Donc c'est super beau, c'est très très poétique et je vous conseille de lire chez Kiyun. C'est une problématique fréquente. Le Japon est passé du XXe siècle, c'est vrai, de l'ère d'Edo au XXe siècle en un siècle. Donc, Voilà, et donc maintenant Loïc, tu nous racontes. Je vais vous parler d'une BD norvégienne, d'où la tenue, et la crève aussi.
Donc là, on est dans les années 2000. Je vous parle de Attends de Jason. Et Jason, donc le vrai nom, c'est John Arne Saeteroy. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc il vient de Norvège, le monsieur, d'un petit village. Il a fait les beaux-arts à Oslo. Et par contre, son graphisme, c'est un graphisme à la Trondheim, très franco-belge récente. Donc à Oslo, en Norvège, ça prenait pas trop. Donc il s'est exporté chez nous. Et chez nous, évidemment, ça marche mieux vu que Trondheim est déjà passé par là. Mais pourquoi là-bas, ça fonctionne pas du coup? Ils sont pas habitués à ce genre de graphisme. Ils ont un graphisme... une question de graphisme. Ouais, je pense que le graphisme n'est pas super adapté. Enfin, en tout cas, il a eu du mal à débuter là-bas. Il a surtout débuté d'abord en France, en Espagne, en Suisse, en Belgique. Et ensuite, le succès est venu dans son pays et les pays norvégiens à côté de la Norvège, Suède, Danemark et Finlande. Alors, ça parle de quoi, Jason Attends? C'est très poétique. Et c'est vraiment dans l'esprit norvégien, c'est-à-dire qu'au début, il y a un mélange d'innocence et de dureté, d'âpreté dans la vie, en fait. Face à la vie, les Norvégiens subissent beaucoup et sont assez stoïques face aux gamelles qui se prennent. Et il y a un côté très très poétique et très mélancolique. Donc on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui va grandir et qui va subir des épreuves de la vie et qui vont le modifier profondément. On le suit de ses 10 ans jusqu'à ses 50 ans. Ouais, mais c'est très court, quoi. Ça fait 40 pages, tu vois. Ouais. Donc c'est toute la vie d'un gars en 40 pages. En shonen, il faudrait 40 volumes. et le côté poétique, il y a un décalage profond entre notre réalité et la réalité dans laquelle ils vivent. Par exemple, dans Attends, tous les personnages se déplacent avec des échasses et ils considèrent que c'est comme des voitures, en fait. D'accord. Par exemple, le fils va demander à son père s'il peut rentrer les échasses. Donc le père l'autorise à prendre les échasses pour rentrer les échasses dans le garage. Mais comme il l'aurait fait avec une voiture. Tu vois, il y a un côté un peu lunaire, un peu décalé. Et c'est vraiment un ravissement, parce qu'au début, tu dis, tiens, c'est très enfantin, c'est des gamins qui font des conneries. Mais au fur et à mesure qu'ils se prennent des tuiles dans la tête, la gravité leur tombe dessus, quoi. C'est de plus en plus grave, de plus en plus mélancolique, et c'est assez sombre, en fait. Et c'est une réflexion sur la vie, sur le fait de comment tu passes de l'enfance où t'es au pays des merveilles et n'importe quel problème est en fait un petit problème sans grand intérêt. Mais au fil du temps, les problèmes deviennent de plus en plus des claques de plus en plus énormes. Et les animaux sont choisis pour une raison particulière ou Non, je pense que c'est le style qui s'est choisi parce qu'il doit être fan de Trondheim. Mais est-ce qu'il applique par exemple un lapin à un tel personnage parce que ceci, cela ou... Non, il n'y a pas le côté les chats et c'est pas comme dans Maus. Non, c'est pas attribué suivant c'est plus dans l'esprit de Trondheim, n'importe quel animal. Et des fois, les animaux, on les reconnaît pas. Hein, c'est pas des animaux qu'on peut clairement identifier parfois. Sinon, il a sorti aussi d'autres livres, mais c'est Jason que je préfère. Donc, dis-moi quelque chose, Le secret de la momie. Et il a sorti une œuvre qui a été très réputée, qui a reçu des prix. C'est sur Hemingway. Voilà. Donc, Jason de John. Attends de Jason. De l'association un petit peu. Oui, c'est vraiment dans l'esprit de l'association. Mais il y a un côté sombre et poétique à la fois. C'est beau. Okay. C'est beau. Je vous le conseille. Merci de nous conseiller ça. Attrabier l'année 2000. Bravo. Donc Loïc Jason, Underwater. Et un bouquin sur la violence. Oui, c'est vrai, nous on était en mode poétique, toi t'as balancé la violence. Il y a une certaine poésie. Je vous souhaite un bon dimanche. I'll be back. I'm sorry, Betty. I'm afraid I can't do that. I love you. I know. First rule of Fight Club is